Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. C'est avec une actualité plutôt chargée que nous débuterons la semaine. Et pour nous accompagner durant cette édition, François-Jean Hubert, président des Jeunes Agriculteurs de Guyane, qui est également secrétaire général des Jeunes Agriculteurs des Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Alors cela fait 3 jours que vous êtes à Mayotte et vous avez eu le temps en quelques jours de prendre la température sur l'agriculture locale. Vous nous direz davantage sur vos impressions, ce qu'il en est pour vous de Mayotte. Avec nous également Shakila Youssouf. Bonsoir. Journaliste à KTV, bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors du côté de Amuro, ce week-end, c'était assez chaud. On a vu des violences sur fond de violences communautaires. On en verra avec vous dans ce journal dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 8 juin. Les grèves dans le BTP sont reparties de plus belle en ce premier jour de la semaine. Entre sitting, intervention des forces de l'ordre, grande réunion des acteurs et détermination des salariés plus forte que jamais, la situation se complique. Explication dans notre journal. De violentes agressions dans un domicile qui font planer le spectre de l'embrasement. Depuis hier, le village d'Amuro est en ébullition suite à un règlement de compte qui vire au conflit communautaire. Découvrir sa vocation en visitant les locaux d'une entreprise. Des jeunes élèves du lycée professionnel de Kahani sont venus dans nos locaux de Kouézi ce matin pour appréhender la réalité du métier. Les images à la fin de notre édition. La semaine commence comme elle s'est terminée pour les entreprises du PTP. La grève continue à la Colasse et à Tetrama. Après le repos du week-end, les salariés sont toujours aussi déterminés à obtenir ce qu'ils demandent. Une réunion de consultation rassemblant la Fédération mahoraise du BTP, le MEDEF et les syndicats de salariés s'est tenue à la Diecte à 15h, tandis que la direction de Tetrama réaffirme dans une lettre ses dispositions pour ouvrir le dialogue. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La crise continue dans le BTP. Après des années qui semblent avoir créé un profond sentiment d'injustice, les salariés de Tetrama et de la Colasse veulent obtenir des réponses. Ce matin, un sitting a eu lieu devant le siège de la Colasse, tandis qu'un arrêté préfectoral sous forme de réquisition devait permettre aux forces de l'ordre de dégager le site. Mais les salariés ne l'entendent pas de cette oreille. Mazao surona kamuna mnarliova lambar raba nrangu shifunda tursidai haki zatu badikar suzipara le manarliova nrangu mfumoraru taupara ile weni tale mfumoraru raha rabanu walimbi nasir sulimba. Du côté des représentants syndicaux, le discours est le même. Le ramadan qui approche ne sera pas un frein à leur combat. Ils disent qu'on peut rester là jusqu'à la fin du ramadan, mais non, parce qu'on sait que là, il y a le ramadan qui vient. Et ils ont décidé qu'on va rester là jusqu'à la fin du ramadan. Nous, on ne va pas bouger. Jusqu'à ou bien Hervé Lebouc débloque cette situation-là. Vous savez, ça ne sera pas difficile. On a fait 20 ans de souffrir. Aujourd'hui, si on fait 1 mois, c'est rien du tout. Une détermination semblable à celle affichée dernièrement par les salariés de la BFC. Mais pour Mohamed Nawawi, le président de la FMBTP, la situation est très complexe et ne peut être résolue du jour au lendemain. Ils ont raison de toute façon d'aller jusqu'au bout. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de suivre et de répondre aux questions donc, des salariés. Je disais qu'on va vers le droit commun. Donc, les syndicalistes demandent tout de suite l'application des conventions collectives nationales. On pense que c'est encore trop tôt pour le moment parce que le code de travail de Mayotte est particulier, on n'applique pas le code national, donc on demande quand même un temps de réflexion. Je pense que la CGPME a bien compris, on a fait une réunion avec eux, il n'y a pas d'autre solution pour le moment et malheureusement. La grande question semble aujourd'hui la suivante, qui va céder le premier entre salariés et patronat, et il est pour l'heure bien difficile d'y répondre. Et nous l'avons appris il y a quelques minutes, la grève à la Colasse est reconduite malgré quelques avancées dans les discussions. Les salariés ne sont pas satisfaits. Ils ont obtenu le 3e mois une faible augmentation salariale et des primes de panier là où ils demandaient des tickets restaurants. Et pour cette raison et pour la convention collective qui pose toujours problème, la grève est reconduite.
Hier, aux alentours de 23h, dans le village d'Amouro, une famille s'est fait agresser à son domicile. Une histoire de représailles avec de lourdes conséquences. 2 jeunes ont dû être conduits au CHM. La gendarmerie interviendra finalement plus tard dans la nuit et constatera les faits de violence et les dégradations. À Toumani, le père de famille témoigne. Reportage Shakila Issouf. Fenêtres fracassées, portes enfoncées, matelas brûlés, les pierres retrouvées sur place témoignent de la violence de l'infraction. 2 jeunes frères qui se seraient disputés avec une fille ont vu débarquer chez eux des individus venus pour en découdre. Les 2 jeunes hommes sont actuellement hospitalisés. Leur père témoigne de la violence dont ils ont été victimes. Ali Toumani, originaire de Pamandzi, était absent au moment des faits. Malgré son calme apparent, c'est avec horreur qu'il a découvert l'ampleur des dégâts. Même s'il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants à l'origine de ces violences, il explique à un membre de son entourage être prêt à se faire justice lui-même. Oui, obligé rien à warungwa kakula wasija kakula warungwa wasija donc wasiriketi vana haulinrilia zostujao maza dialuka mwerto kapia siringazi na woho Madavo wailwa kodza Pour les actes que j'ai constatés, c'est intolérable. Il y a un ras-le-bol, ça suffit. On arrive à une limite qu'on ne peut pas tolérer. Maintenant, si on peut m'écouter que Mayotte se réveille, c'est fini la passivité. Trop, c'est trop. Il faudra que les Mahorais se réveillent, se défendent. Si aujourd'hui, le gouvernement dit que c'est une mission régalienne de l'État, l'État n'a qu'à faire son boulot. On est aujourd'hui débordé. Sur une population de 200 000, dans un pays où sa population, la moitié, est représentée par la population clandestine, là on n'a plus le contrôle de notre pays et ce sont des actes qu'on assiste. Et aujourd'hui, il faut s'attendre au pire et on va se venger. Et on va se venger, qu'on soit prêt à nous foutre tous en prison. Quelques pâtés de maison plus loin, 4 autres familles témoignent. Originaires d'Anjouan, ils expliquent que les assaillants s'en sont pris à eux sans raison. Le pif. Une partie de la nuit, les familles ont vécu dans la peur de voir ce groupe de jeunes revenir tout saccagé. Mais aujourd'hui est un autre jour et le désir de vengeance laisse craindre le pire. Dans un village où le spectre de l'incendie d'Amouro plane toujours, les braises de la haine sont parfois difficiles à éteindre. Alors Shakila, je me tourne vers vous. Vous étiez à Amouro hier justement, au moment où les faits se sont produits, ou juste après. C'est parti de quoi très exactement cette histoire ? Comme tout conflit, à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois que ça s'embrase aussi vite, au final on ne sait pas pourquoi. Ça, tout le monde sait que le conflit, ça part vite, mais on sait pas comment le calmer après. Et surtout quand ça prend des proportions comme ça. Alors du coup, on a l'impression que quand on ne sait pas d'où ça part, on accuse toujours les mêmes personnes. On l'a vu il y a quelques jours, les Anjouanais pointaient du doigt les ressortissants étrangers des îles voisines. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est une tendance qui s'installe à Mayotte en ce moment. Mais là, que ce soit l'État, que ce soit nos élus, que ce soit d'autres personnes qui sont dans leur fauteuil, tranquilles, avec leur voiture, dans leur voiture climatisée, ils savent que cette situation-là était inévitable. Ils le savent tous. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est comme s'ils attendaient... C'est après le chaos qu'on reconstruit tout, on remet des poteaux. En fait, ils attendent que ça pète. Là, j'ai mis ma montre exprès, là. Ça va, tic-tac, tic-tac. Ils attendent. Ils sont là, ils regardent. Ils attendent que ça pète et ils savent que ça va péter. Et c'est quoi l'objectif alors? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Au final, si ça pète, à ce moment-là, on pourra faire le ménage. Parce que là, pour le moment, on ne comprend rien. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Déjà, Mayotte, ça fait peur parce que c'est musulman. Vous voyez, dans tous les conflits qu'on a vus, tous les conflits sociaux, les syndicaux, tout ça, ils sont tous avec leur... ils prient.
Et les Français ne comprennent pas ça, c'est quoi ces trucs, les prières. Et nous sommes unis, que ce soit les Anjouanais et les Mahorais, les Comoriens, de tout ce que vous voulez, nous avons un point commun qui est l'islam. Sauf que là, Shakila, on voit que ces communautés n'arrivent pas à cohabiter. Là, vous avez vu ces familles-là, qui étaient les 4 familles Anjouanais qui étaient là. En fait, ils n'ont même pas compris ce qui se passait. Mais ça, c'était une situation qui était inévitable. C'est inévitable. Alors, 40% d'immigrés. Alors, on a vu également les femmes leaders intervenir. En quoi leur intervention a été bénéfique? Mais les femmes leaders, elles sont là juste pour dire. Elles ne peuvent plus rien faire. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elles disent que cette situation était... Elles le savaient, elles le sentaient. Samedi, avant que ça pète à Mtsangamouji, elles avaient fait une prière. Elles avaient fait un sacrifice et tout. Bon, on voulait pas en parler, mais on va en parler parce que c'est déjà passé. Parce que je suis allée les filmer et elles nous disent non, il ne faut pas mettre ça à la télé parce que tu sais très bien quand on fait des prières, que ça soit secret. Et donc, ce jour-là, j'ai interviewé Sophia, l'une des femmes leaders. Elle disait, je sais pas, mais là, ça fait... C'est comme moi, là, ma montre, tic-tac, ça va péter. Et là, quand on écoute un peu, on fouille un peu, on demande au père de famille. Le père de famille, il dit, l'histoire est commencée à cause de son frère. Son frère à lui, qui était un peu sourd, qui est allé voir une voisine qui s'appelle à peu près, c'est ça, Fatima. Donc, lui, il était sourd, il lui a demandé, apparemment, il y a eu des rumeurs. Donc, vous voyez, c'est tellement complexe. Et c'est parti de là. Et apparemment, cette voisine, cette Fatima, c'est elle qui a appelé des jeunes, mais des jeunes qu'on sait très bien qui n'ont ni foi ni loi, qui fument, qui boivent toute la journée. C'est ces jeunes-là qui ont fait ça. Alors, est-ce qu'il faut craindre, comme ce qui s'est passé à Mtsangamouji, que ces familles ressortissants d'étrangers soient exclues, soient invitées à partir, à quitter le village? C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Là, il faut que ça déborde. Et l'État le sait. L'État sait que ça va déborder. On est en plan Vigipirate. Il y a des militaires, c'est pas pour rien. Ils savent. C'était préparé. Ils savent que ça allait péter. Est-ce que vous pouvez faire autrement? On ne sait pas. Dans tous les départements, ça s'est passé comme ça. C'est pas mal que ça va se passer autrement. Mais est-ce que, sachant que nous, on a eu les exemples des autres départements, réunions, tout ça, est-ce que nous, en bonne intelligence, est-ce qu'on peut se dire, mais attendez, on n'est pas tous obligés de faire tous la même chose? Est-ce qu'on peut s'asseoir autour d'une table et se dire, mais au final, qu'est-ce qui nous rapproche et oublier ce qui nous divise? Ça, c'est tout le monde le dit, mais personne n'arrive à le faire. Ne sont qu'un prétexte en fait pour justement faire exploser cette... Il faut que ça pète. Là, tout le monde attend. L'État s'est préparé. Il y a tous ces quadrillés, il y a les militaires, ils vont pas faire marche arrière. Il faut attendre que ça pète et ça va péter. Merci beaucoup Shakila pour toutes ces précisions. Autre sujet maintenant, comment redonner à l'agriculture locale ses lettres de noblesse et la rendre attractive auprès des jeunes Mahorais? Voilà ce qui préoccupe Harouna El Aldine depuis qu'il a accédé à la présidence des jeunes agriculteurs de Mayotte. Après avoir tapé aux portes de toutes les instances locales, le voilà parti chercher secours auprès de l'autre côté du lagon, et ce à des milliers de kilomètres auprès de son homologue guyanais. Les images sont signées Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Ce n'est un secret pour personne, l'agriculture locale est loin d'être au meilleur de sa forme et ce n'est pas Harouna El Aldine, président des jeunes agriculteurs de Mayotte, qui dira le contraire. Pire encore, il a souvent l'impression que tout est fait pour maintenir la situation en l'état. La tâche qui est la sienne n'est donc pas aisée, mais il a bien l'intention de ne pas baisser les bras. Alors pour faire entendre tant bien que mal la voix des agriculteurs mahorais, sa méthode est toute simple. Le réseau est toujours très important, je dirais même c'est l'arme du syndicat, parce que quand on est en difficulté par exemple à Mayotte où les élus ne marchent pas main dans la main avec nous, c'est les seuls partenaires qui peuvent nous aider pour atteindre le plus haut. Je ne peux pas être président des jeunes agriculteurs et voir des jeunes qui souffrent, qui n'ont pas de boulot, qui sont dehors et dormir, je ne peux pas. C'est donc du côté de la Guyane qu'il trouvera renfort en la personne de François-Jean Hubert, président des jeunes agriculteurs guyanais et secrétaire général des jeunes agriculteurs des Outre-mer.
Et s'agissant des difficultés du secteur agricole en zone ultramarine, le président guyanais en sait quelque chose. Il ne lui aura ainsi fallu que quelques heures après son arrivée sur le 101e département pour prendre la mesure de la situation. Avec des agriculteurs et des agricultrices motivés, mais surtout j'ai un petit peu regretté ce manque d'infrastructures sur les exploitations. C'est-à-dire que quand même on a été à un endroit hier où l'agricultrice exploitait un petit peu le sommet d'une montagne, mais il n'y avait aucun moyen d'y aller si ce n'est qu'à pied. Et quand je regardais l'agricultrice avec un sac d'aliments, elle nous expliquait qu'elle montait chaque jour avec un sac d'aliments sur la tête et elle est enceinte de 7 mois pour aller nourrir ses poules. Donc quand même, j'ai presque envie de dire, c'est un acte héroïque de sa part de continuer comme ça. Ainsi, pour lui, si l'agriculture mahoraise dispose d'un potentiel évident qui fait qu'elle n'a rien à envier aux autres départements, les moyens qui y sont affectés pour son développement, eux en revanche, manquent cruellement. En effet, les quelques dotations attribuées localement aux agriculteurs restent encore très insuffisantes au vu des besoins en présence. Pourtant, les possibilités de financement et de développement existent bel et bien, encore faut-il aller les chercher. Dans les fonds européens, il y a des moyens de financer cela. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a un syndicat des jeunes agriculteurs fort. Donc automatiquement, ça crée une jeunesse forte au niveau de l'agriculture. Donc déjà, c'est par du travail... j'ai envie de dire national, c'est-à-dire il faut prendre le temps de monter à Paris, expliquer la problématique, et puis après au niveau local, il ne faut pas hésiter à faire des actions marquantes pour montrer que les jeunes agriculteurs sont présents, que les jeunes agriculteurs sont celles à venir, parce que vous avez un lycée agricole ici avec des jeunes, il faut demain pouvoir les installer, et quand je dis comment je parle d'installation dans de bonnes conditions. Des conseils que le président mahorais compte bien mettre en application et qui sont surtout l'illustration que l'union fait la force, une alliance qui promet également d'ouvrir des portes et de nouvelles perspectives aux agriculteurs mahorais. Ainsi, c'est vers de plus hautes sphères que ces derniers s'envoleront prochainement pour plaider leur cause, avec escale prévue au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Outre-mer. Alors avec nous sur le plateau, François Jean Hubert, donc vous êtes président des jeunes agriculteurs de Guyane, mais également secrétaire général des agriculteurs ultramarins. Alors ce voyage, ce séjour à Mayotte, quelles sont vos premières impressions après 3 jours passés ici ? Bon, principalement que des bonnes impressions, déjà par l'accueil de la population, la chaleur du pays, de voir un pays aussi loin de chez moi, mais avec autant de similitudes. Donc déjà, c'était un premier bon contact. Et puis après, bon, si on parle que de l'île, elle est magnifique. Vous avez de beaux lagons, la plage est parfaite. Cadre paradisiaque en tous les cas. Que des atouts alors pour réussir ? Bon, pour moi, en réalité, je vois que des atouts parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle de Mayotte, on dit Mayotte. Mais à une époque, avant que Mayotte arrive, c'était la Guyane. Donc, nous, on a subi ça, hein, ce petit côté un petit peu où tout le monde nous attend au virage. Donc, c'est vrai que nous, on a subi ça, on a su relever, mais il y a encore des défis à relever. Donc, moi, c'est avec un véritable plaisir que j'arrive ici et de voir qu'il y a un syndicat des jeunes agriculteurs qui est actif, qui travaille, qui avec cette jeunesse, qui a envie de relever les défis que leur propose l'Europe. Hein. Je dis même pas la métropole, mais que les défis que leur propose l'Europe, et de voir qu'il y a cette motivation-là. Donc nous, avec fort de l'expérience que nous avons eue de notre côté pour relever ce genre de défis, plus la similitude qu'il y a entre les deux territoires, j'étais obligé de venir déjà constater dans un premier temps et caler des rendez-vous pour l'année prochaine pour commencer à travailler sur les dossiers. Alors on parle des atouts, mais il y a également beaucoup de problématiques. Quelles sont-elles, lesquelles vous avez relevées ? Est-ce qu'elles sont propres à Mayotte ou est-ce qu'on les retrouve également dans d'autres départements ? Bon, vous savez, oui, les problématiques, en fait, le principal frein, bien souvent, ce sont les décisions, ce sont les instances politiques. Vous savez, donc nous, c'est vrai qu'en Guyane, nous avons la chance aujourd'hui, parce que nous, c'est pas comme ici, c'est pas plus le département qui gère l'agriculture, c'est plus la région. Donc on a eu la chance quand même d'avoir un président qui a compris qu'il fallait écouter les jeunes agriculteurs. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a pu travailler avec la région sur des dossiers. C'est vrai qu'aujourd'hui que nous, ce syndicat-là, au niveau de l'installation, nous sommes toujours écoutés. Quand nous faisons des propositions, elles sont toujours retenues, tout simplement parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et que ça ne sert à rien qu'on nous propose des choses qu'on doit mettre en application sur le terrain. Donc vraiment, c'est plus, je pense, un point bloquant qui avait été pour nous et que je pense qu'aujourd'hui, ce serait un frein qu'il faudrait lever ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il faut changer la donne, en fait. Il faut changer la donne parce qu'aujourd'hui, moi, si je dois demander quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instances qui gèrent le département doivent s'asseoir, inviter les jeunes agriculteurs, les mettre assis autour d'une table, leur dire, bon, messieurs, c'est vous les fers de lance de l'agriculture, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Et vous allez voir qu'au niveau du bureau des jeunes agriculteurs et de son président, ils sont pleins de bonnes idées à proposer. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment mettre en opposition le syndicat avec les politiques, mais c'est plutôt s'asseoir autour d'une table, commencer à discuter, surtout que sur le PDR. Donc le PDR, c'est le plan de développement régional. Donc pour vous, pour tous les départements d'outre-mer et de France, et le seul qui est validé, c'est celui de Mayotte. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est un travail qui peut commencer à être amorcé. Beaucoup de millions d'euros sont mis sur l'installation. Donc il faut commencer à s'asseoir et dire aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, en parlant de ces fonds, à quels fonds Mayotte peut vraiment accéder? On parle des fonds européens, mais est-ce qu'il y a des types de fonds spécifiques? Les deux principaux fonds qui concernent les jeunes en direct, ce sont deux aides. Alors la première aide, c'est ce qu'on appelle la DJA. La DJA, c'est la dotation jeune agriculteur, c'est-à-dire un jeune diplômé au minimum avec un bac, moins de 40 ans, installé, peut bénéficier d'une aide en trésorerie qui peut s'élever jusqu'à 40 000 euros. Je ne sais pas si c'est le montant exact ici, mais en tout cas, c'est nous, jusqu'à 40 000 euros. Peut-être ici, c'est 30 000 euros. En fait, c'est une fourchette. La deuxième aide qu'on appelle de l'aide à la modernisation. En fait, on dit aide à la modernisation, mais bon, moi, je milite pour qu'on appelle ça aide à la création. Parce qu'en réalité, on démarre de zéro. Donc, c'est des aides qui peuvent être plafonnées jusqu'à 80%, qui le sont déjà plafonnées jusqu'à 80% en Mayotte. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut mieux structurer ces aides-là parce que bien souvent, on aide l'agriculteur, j'ai l'impression, plus ou moins à moitié. C'est-à-dire qu'on lui donne une partie, mais que tout le reste est oublié. Tandis que si on ne l'installe pas dans de bonnes conditions, ensuite on va reprocher, on va dire oui, mais on l'a installé là avec des aides, mais il a quand même échoué. Moi, comme je parlais tout à l'heure dans le reportage, quand je vois cette agricultrice-là qui est courageuse, hein, vraiment, qui produit et ses poules sont magnifiques, ses canards aussi, mais si demain elle veut développer son activité, si demain elle a envie de faire les touristes venir monter, voir ses poules ou même acheter même les consommateurs, mais les gens n'iront jamais. Pourquoi? Mais ce n'est pas de sa faute. C'est-à-dire qu'au moment de son installation, les instances qui ont le pouvoir de faire ces installations-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, puisque c'est eux qui l'ont installé, donc ils ont été voir la parcelle. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. C'est un travail qui n'est pas terminé. Pour moi, c'est un travail fait à moitié. Et ce genre de travail, après, on peut se trouver toutes les excuses du monde. On peut dire qu'on n'a pas pu, c'était pas le bon endroit pour l'installer. D'accord, je peux comprendre que c'était pas le bon endroit pour l'installer. Dans ces conditions-là, moi, je pense une des meilleures choses, c'est ce que nous, on a fait en Guyane, c'est ouvrir une zone agricole. Ouvrir une zone agricole, mettre tout le monde ensemble, faire une piste pour tout le monde. Comme ça, tout le monde installe ensemble. Voilà, j'ai envie de dire, c'est des bons principes. Mais en fait, si on installe les agriculteurs individuellement, et puis bien souvent, parfois, ils ne savent pas à quoi ils ont droit. Donc, on leur dit, vous avez droit à ça. Donc, ils disent oui. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils ont droit à plus. Donc aujourd'hui, j'ai constaté, l'année prochaine, je reviens. En attendant, le syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte va sûrement faire ce travail d'approche au niveau du conseil général qui, je sais, de toute façon, a une politique d'installation forte et envie justement de travailler avec ces jeunes agriculteurs. Ensuite, nous, on va travailler sur les dossiers d'installation avec en termes de priorité et surtout de mécanisation. Parce que moi, avant de venir à Mayotte, on me disait que Mayotte n'est pas mécanisable. On me disait non, on ne va pas à Mayotte, on ne peut pas mettre de tracteur, on ne peut rien mettre. Quand je suis venu, j'ai rien vu de tout ça. Moi, j'ai vu des exploitations qui sont parfaitement mécanisables. La seule chose qu'il faut des outils qui correspondent au territoire, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites, que c'est vrai que quand nous, on est à Paris, et c'est pour ça que je remercie le président de cette invitation pour voir la réalité, c'est vrai que quand on se réunissait à Paris, on disait ça, je dis, bon, comme je ne connais pas, je ne vais pas m'avancer sur certaines choses. Maintenant que je connais, je pourrais m'avancer en disant que tous ceux qui tiendront discours en disant que Mayotte n'est pas mécanisable, je dis que c'est parce que vous n'avez pas été sur l'île. Alors, dernière question, alors quel type d'agriculture il faut développer sur Mataskine Agriculture qui permettra aux Mahorais de s'autosuffire en termes de ressources agricoles ou alors une exploitation qui pourra peut-être être exportée à l'extérieur? Alors, bon, je resterai simple, je n'ai pas envie de donner trop de conseils en disant, en arrivant en terrain conquis. Après, bon, je pourrais juste transposer par rapport à ce que nous... Les agriculteurs qui s'installent puissent avoir une idée de ce qu'ils attendent. De toute façon, un jeune agriculteur qui s'installe, comme nous on dit en DJA, donc ça veut dire en dotation jeune agriculteur, c'est un professionnel qui s'installe, hein. C'est-à-dire qu'il tient une comptabilité, voilà quoi, c'est un professionnel, donc il doit vivre de son exploitation, quelle que soit la taille de l'exploitation. Donc oui, c'est installer des professionnels avec un but de vendre. Après, derrière, il faut de la structuration, il faut des coopératives. Mais en tous les cas, les agriculteurs qu'on installe doivent vivre de l'exploitation. Et après, ça ne veut pas dire non plus changer les pratiques qui étaient sur l'île, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des très bonnes pratiques agricoles. Je tiens aussi à féliciter aussi, parce que moi, j'ai vu un petit peu, quand j'ai félicité la Chambre d'agriculture, parce que quand moi, j'ai fait le tour de l'île,
j'ai vu toutes les bêtes, les bovins, ils étaient tous bouclés, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est des petites choses quand j'entends qu'on me dit oui, non, mais à Mayotte, même les bêtes sont pas bouclées. Moi, il n'y a pas une seule bête que j'ai pas vu pas bouclée. Donc une bête bouclée, ça veut dire une bête qu'on peut suivre sa traçabilité. Donc ça veut dire quand elle arrive dans l'assiette du consommateur, s'il y a un problème, on retrouve l'agriculteur. Donc à ce niveau-là, je tiens, comme je sais que ça relève de la chaîne d'agriculture, je tenais à saluer sur ce beau travail qui a été fait. Merci beaucoup pour votre intervention. François Jean Hubert, donc vous êtes secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs de l'Outre-mer. Ce week-end, les journées portes ouvertes au BSMA ont accueilli un nombre record de visiteurs, plus de 12 000 personnes le samedi, alors que le temps n'était pas propice, et bien plus encore le dimanche sous un soleil radieux. Au-delà de ces chiffres d'affluence, c'est la pérennité de l'événement qui représente un grand motif de satisfaction. Le point sur le week-end dans ce reportage de Pierre Bellucci et Fred Suleiman. L'objectif des 25 000 visiteurs est atteint. Pour cette 19e édition des Portes ouvertes, la population a de nouveau répondu présente. Un événement réussi, même si cette année, quelques sceptiques comme ce jeune homme n'ont pas retrouvé l'esprit des années précédentes. Au-delà de l'événement, le BSMA est une structure ancrée dans le paysage de l'île aux Lagons. Depuis sa création, l'effectif a été multiplié par 6. Quant au taux d'insertion, il atteint plus de 80% depuis de nombreuses années. Une réussite et un rôle indispensable que le colonel a souhaité rappeler. Oui, il permet à une population, à une jeunesse qui est un petit peu laissée sur le côté, de pouvoir trouver chez nous une manière de réussir autrement et de pouvoir arriver à trouver un emploi. Donc le SMA, s'il n'avait pas sa place ici, n'obtiendrait pas ces résultats qu'il obtient en termes d'insertion, n'aurait pas cette image très favorable auprès de la jeunesse mahoraise. Et donc c'est, j'allais dire, malheureusement, entre guillemets, le fait que l'on soit là montre bien qu'il y a un besoin ici sur Mayotte, mais pas uniquement sur Mayotte, puisque les SMA existent sur l'ensemble des Outre-mer. Les portes ouvertes sont désormais closes. Il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir à nouveau profiter de cet événement si apprécié. En attendant, le BSMA va retrouver sa routine et poursuivre son rôle social de formateur, pour ne pas dire de sauveur, pour de nombreux jeunes à la dérive. L'Agence régionale de santé en grève. Premier test réalisé sur la ligne Majinga-Dzaoudi, c'est également dans l'actualité de ce lundi 8 juin et c'est présenté par Pierre Bellucci. Les enseignants de l'école Kawenien ont exercé dès aujourd'hui leur droit de retrait. Ils protestent contre les agressions et la violence omniprésente dans le quartier. La semaine dernière, une enseignante a de nouveau été agressée et le proviseur a décidé d'user de son droit de retrait. Seulement dans la matinée, un inspecteur s'est rendu sur place et a refusé le droit de retrait qui s'est transformé en une grève du jour. À suivre. Un autre mouvement de grève a vu le jour ce matin, également dans la fonction publique. Les salariés de l'ARS se plaignent en effet d'une décision venue de Bercy. Le ministre des Finances refuse de prendre en compte le temps passé hors fonction publique d'État par les agents de l'ARS Mayotte, qui pour beaucoup sont passés par la fonction publique territoriale. Un problème qui date en réalité de 2012, puisqu'un premier mouvement portait sur l'intégration dans la fonction publique d'État. 3 ans plus tard, un nouveau conflit social vient d'éclater. Suite aux graves tensions intercommunautaires qui ont secoué le village d'Amouro ce week-end, les femmes leaders menées par leur présidente Sandati se sont rendues ce matin à la préfecture. Alors qu'elles ne devaient être reçues qu'en début d'après-midi par le secrétaire général Bruno André, ce dernier a avancé le rendez-vous sous prétexte que l'on ne fait pas attendre les femmes. L'entretien s'est passé dans le calme et elles ont pu expliquer les problématiques qui sont les leurs à Bruno André, très attentif et à l'écoute, qui leur a confirmé que les greffes exposées étaient bien de son ressort. Elles sont ressorties de la préfecture tout sourire, charmées par tant de politesse et de galanterie. À voir maintenant ce qui leur a été proposé. Alors, avant de passer au sujet suivant, Shakila, il semblerait qu'il y ait des nouveautés concernant le sujet. Mais depuis ce matin, on savait déjà que les femmes leaders ont été reçues par le secrétaire général de la préfecture. Bon, il les a écoutées, il a noté, et puis ils attendent
Ils attendent une réponse par rapport à l'affaire de Amro. Et en même temps, c'est juste pour dire aux téléspectateurs qui ont regardé le sujet de Amro, et à un moment donné, je me suis trompée. Parce que le père de famille, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle. Il m'a donné tellement de prénoms, juste pour expliquer que même si on est journaliste, même si on est policier, on reste des êtres humains. Merci beaucoup Shakila. Et ce matin, l'équipe de Kwezi a accueilli des élèves du lycée professionnel de Kahani. Au programme visite des locaux, rencontre avec les journalistes ou encore tournage d'une météo. Les jeunes filles ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et sont reparties avec quelques étoiles dans les yeux. Reportage signé Pierre Bellucci. Trouver sa vocation, vaste programme lorsque l'on est adolescent. Cette année au lycée professionnel de Kahani, toute une série de projets ont vu le jour pour faciliter l'acquisition de la langue française. L'objectif était aussi de donner aux élèves les bases du métier de journaliste. 3 numéros du journal du lycée intitulé Mbaboufou, le maquis vous parle ont ainsi vu le jour. Et cette visite faisait en ce sens office de récompense et de découverte des réalités du métier. On a pensé que créer un journal et leur essayer de les faire écrire pour le journal du lycée allait développer chez eux des qualités aussi de rédaction dans toutes les matières. Et à la fois en même temps aussi des qualités orales. Parce qu'on discute, on débat, qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal, comment on va le traiter. Donc là, on travaille vraiment sur des compétences d'expression écrite et orale. Des compétences qui restent encore à développer, mais la curiosité et cette envie de connaître l'envers du décor ont animé les jeunes filles, qui en ont appris beaucoup plus qu'elles ne l'imaginaient. J'ai appris comment faire la météo, comment livrer comment faire le journal. J'ai appris un tas de choses, ça m'a plu, ça m'a fait du plaisir de découvrir Kwezi TV aujourd'hui. C'était superbe, j'ai un peu essayé d'être météo, mais j'y arrivais pas. Après ce petit passage dans nos locaux, nombreuses sont celles qui se verraient bien faire partie de l'équipe. J'aimerais bien devenir journaliste, mais c'est à moi de continuer à faire mes compétences, être motivée, beaucoup de trucs en fait. Ça m'a beaucoup donné envie, même de faire fonctionner la télé, mettre la voix des gens. Ça m'a vraiment donné envie que j'aimerais bien un jour être dans l'environnement. Ça me donne envie parce que c'est tellement waouh. Ces apprentis journalistes en herbe ont encore du chemin à parcourir avant de devenir, pourquoi pas, les futurs cracks du journalisme mahorais. Et on vient de l'apprendre à l'instant, le célèbre avocat Saïd Larifou a été interdit d'exercer par le Conseil de l'Ordre des avocats. Son cabinet aurait été liquidé le 2 juin dernier. Retrouvez toutes les précisions demain dans votre quotidien France Mayotte Matin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Perrine pour la météo, justement. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale à 6h30. Il accueillera la propriétaire de la supérette Agora qui reviendra sur le braquage de samedi. À 7h, David Nagar de l'entreprise IBS prendra la parole pour parler des conséquences de la grève dans le BTP. À 7h30, il sera en compagnie d'Elad Chakrina, Michel Taïfer et Mohamed Jailani. Et enfin à 8h, lors d'un insert téléphonique avec Anchia Bamana, maire de la commune de Sada, il sera question de la grève de l'ARS ainsi que de la visite très attendue à Mayotte du Premier ministre Manuel Valls. À noter que ce soir, exceptionnellement, votre journal télévisé sera rediffusé non pas à 21h mais à 21h30, juste après votre rendez-vous sportif K-Sport. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.